Peuple de l'AES, CEDEAO, d'Afrique, prenez votre tabouret et écoutez. Après le départ acté de la CEDEAO, de l'AES, l'Alliance des États d'Israël qui englobe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la CEDEAO a décidé d'imposer des visas. On a écouté qu'il y aura des visas qui seront imposés aux ressortissants de l'AES. Écoutez paisiblement, posément, attentivement le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso qui vous explique en long et en large la création de l'AES et également ce qui va se passer. On écoute. De l'AES, nous avons avec nous sur le plateau le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Bonsoir, monsieur le ministre. Et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, en quoi cette première réunion du collège des chefs d'État de l'AES est-elle historique, monsieur le ministre? Merci. Avant de répondre à cette question, je vais saisir votre indulgence pour rendre un hommage appuyé au vaillant peuple du Sahel. Nous avons été témoins d'un accueil à Niamey et nous l'avons été aussi à Ouaga au retour du chef de l'État. Et il est tout à fait normal de rendre un hommage à cette population, à ces combattants qui accompagnent les gouvernements dans leur lutte pour libérer le Sahel. J'en profite aussi pour rendre un hommage à tous les combattants qui malheureusement sont restés en chemin, mais dont la mémoire et l'esprit continuent de nous engager et de nous conforter dans cette lutte noble pour les États du Sahel. Pour revenir à votre question, je dirais que c'était un événement historique à plusieurs titres. D'abord parce que ce sommet a consacré la signature du traité qui crée la Confédération AES. Et cette signature, pour nous, est un palier important. Partagez, s'il vous plaît. Que le chef de l'État du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, que le chef de l'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, et le chef de l'État du Niger, le général Abdourahmane Tiani, ont posé et qui incarne un engagement commun, une vision commune, une ambition partagée de restituer au Sahel la place qu'il lui faut et non celle qui lui a été imposée depuis des années. Deuxièmement, historique parce que c'est une instance qui a permis d'aller au-delà de l'alliance militaire pour s'intéresser à d'autres dimensions telles que la diplomatie et la défense. Vous savez que le traité, à travers la Confédération, consacre désormais ces trois secteurs que les chefs d'État ont appelés 3D, c'est-à-dire défense, diplomatie et développement, qui vont être les secteurs qui occuperont le centre donc des domaines confédérés. Troisièmement, historique aussi parce que depuis l'avènement de la Sénégambie, que nous avons lu dans les manuels d'histoire, nous n'avions plus été témoins d'un tel événement et qui réunit désormais trois États autour d'un seul objectif, un même peuple et un même destin. Voilà un peu en quoi je peux dire que ce sommet est historique et qui marque un nouveau départ pour le Sahel. Alors, qu'est-ce qui va changer avec cette étape historique qui vient de se passer à Niamey au Niger, notamment avec l'adoption des textes de la Confédération? Je dirais que les changements sont déjà en cours d'ailleurs. Okay. Parce que quand vous regardez les acquis au niveau du domaine de la défense, l'alliance militaire et tout ce qui concerne les questions de sécurité, nous avons fait des résultats parce que les trois États ont pu mutualiser leurs moyens pour travailler ensemble. Dans le temps, vous aviez le Burkina Faso qui a ses moyens à part, vous aviez le Niger qui a ses moyens à part, vous aviez le Mali qui a ses moyens à part. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'équipement, le Burkina a un hélicoptère, le Mali a un hélicoptère, ça fait 2. Le Burkina a 2 drones, le Niger en a 2, ça fait 4 drones. Et ça, c'est une avancée. Et nos équipes travaillent en bonne intelligence sur le terrain pour reconquérir le territoire du Sahel et restaurer un environnement de paix et de sécurité. Deuxième avancée, ça concernera justement ces 2 volets additionnels qui viennent,
Et comme vous l'avez suivi, le secteur du développement et le secteur de la diplomatie qui nous permettront davantage de renforcer nos positions, de les unifier et de marcher ensemble. Lorsque vous prenez par exemple le secteur, on va dire, des approvisionnements, on a énormément de gains d'échelle à aller ensemble dans les négociations des contrats. On aurait effectivement des gains d'échelle aussi dans la formulation des programmes à intérêt partagé, dans la négociation des financements, dans la mise en œuvre des financements. Donc je dirais que c'est une démarche qui nous offre davantage de force, de capacité de négociation, de capacité de positionnement. Alors, Monsieur le ministre, certains s'inquiètent cependant de l'absence d'un organe permanent dans le dispositif. Qu'est-ce que vous répondez? Nous sommes habitués à des formats qui ont occupé suffisamment d'espace dans nos têtes, à tel point que souvent, lorsqu'on voit certaines architectures, il y a des organes qui manquent, on s'inquiète et c'est tout à fait normal. Ce qui a été proposé et qui est articulé autour de 3 instances, c'est-à-dire le collège des chefs d'État, la session du Conseil des ministres et la session parlementaire, naturellement a interpellé beaucoup de citoyens qui se posent la question de où se trouve l'organe permanent de coordination et de gestion. Nous avons adopté une démarche qui s'inspire des échecs et des lourdeurs que nous avons constatés au sein de plusieurs organisations dont nous sommes partis et certains que nous avons quittés. Pour nous, le plus important, c'est d'abord de se focaliser sur les résultats en tirant les leçons de ce que ces lourdeurs ont imposé comme poids. Pour nous, il ne faut pas se donner le temps de réfléchir sur un organigramme quelconque. Qui va gérer le budget, qui occupe tel poste, ça prend énormément de temps et ça nous déroute souvent de nos objectifs alors que nous avons des urgences. L'idée ici, c'est d'abord d'aller sur une démarche graduelle. Et cette démarche veut que nous mettions en place ces instances et qu'au niveau de chaque État, et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis toujours, il y ait des cellules qui réfléchissent et qui travaillent en bonne coordination sur la base de ce qui va revenir du collège des chefs d'État, disons des différentes instances. Vous savez que pour mettre en place la confédération, nous sommes passés par un long processus. Il y a eu d'abord une réunion à Bamako en novembre, une deuxième réunion en novembre des ministres des Affaires étrangères. Ensuite, en février, nous avons eu cette réunion à Ouagadougou, où plusieurs ministres se sont retrouvés, nous avons travaillé sur les instruments. Et le 17 mai, nous avons eu la réunion à Niamey pour finaliser ces documents avant que la confédération ne naisse. Donc je dirais que c'est un choix délibéré de faire en sorte que nous allions sur une architecture légère mais efficace qui nous permet tout de suite de poser des jalons concrets. Okay. Alors, Monsieur le ministre, quels sont les prochains défis ou les prochaines actions pour concrétiser l'engagement des 3 chefs d'État? Dans les énoncés des différents discours et dans le communiqué final, on peut tout de suite voir les prochains pas qu'il faut poser, ou du moins les pas importants. Parce que déjà, les sectoriels travaillent ensemble sur pas mal de questions. Mais nous savons que pour que le volet développement fasse les résultats à la hauteur de nos attentes, il faut les instruments qu'il faut. Et c'est en cela que les 3 chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement et de stabilisation. Ils ont aussi décidé de faire en sorte que tout ce qui constitue des poids en lien avec notre continentalité soit levé, c'est-à-dire de faire en sorte que le transport soit développé le plus possible au sein de nos pays et de faire en sorte que les barrières que nous connaissons en termes de libre circulation des personnes et des biens, puisque cela concerne, c'est la préoccupation majeure de beaucoup de citoyens. Mais je dois vous rappeler qu'en la matière, le Burkina, le Mali et le Niger ont toujours été les meilleurs élèves au sein de la CEDEAO lorsque nous y étions. Et que des barrières ont toujours existé et continuent d'exister, même dans l'ancienne institution. Donc, pour nous, le fait de se retrouver à 3 nous permet d'être à une échelle suffisamment efficace pour nous permettre de lever ces barrières et carrément décloisonner
permettre à nos citoyens qui se sentent déjà comme un ensemble, comme une famille, de le ressentir dans leur rapport avec l'administration. Alors, Monsieur le ministre, d'une manière générale, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce premier sommet de l'AES? Le premier enseignement, c'est de dire que les dynamiques endogènes sont celles qui pourraient permettre à l'Afrique de sortir de ces chaînes. Et les populations nous l'ont véritablement démontré. Le deuxième enseignement, c'est de dire qu'il faut être à l'écoute des populations. Sonder le terrain pour formuler les programmes et non pas formuler les programmes pour aller essayer de formater le terrain pour les ajuster. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdraman Tiani et le colonel Assimi Goïta ont très bien compris cette leçon et du reste, c'est ce qui constitue l'ossature et le principe actif même de leur politique aujourd'hui de gouvernement. Monsieur le ministre, on s'en voudrait de vous laisser partir sans avoir votre réaction sur le sommet spécial de la CEDEAO qui s'est tenu ce dimanche même et dont les conclusions concernent les États de l'AES, notamment l'instauration de visas pour ces pays-là. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que nous avons constaté, comme tout le monde, que la CEDEAO, comme elle en a l'habitude, continue toujours de s'autodétruire. Et que les motivations fortes qui ont prévalu à sa création, l'intégration économique, la CEDEAO des peuples, ont laissé la place à des mesures qui nous interrogent sur ceux qui sont derrière ces mesures. Voilà ce que je peux dire. Merci, monsieur le ministre. La CEDEAO des peuples est morte depuis belle lurette. Oui, elle continue à s'autodétruire. La messe, elle est dite. Oui, et la saignée va toujours continuer. Après le Mali, le Niger, le Burkina Faso, d'autres pays rejoindront vraiment avec précipitation l'alliance des États d'Israël pour dire la confédération de l'alliance des États d'Israël qui est aujourd'hui quelque chose de concret. Oui, futuriste et posé sur les fonds baptismaux pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. En partant la vidéo, ceux qui sont en train de gesticuler, de geindre et de bêler sur sur la probabilité d'instauration de visas, ils peuvent continuer à rêver. Merci.